Merci Pascale Gruny de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de l'Aisne, membre du groupe Les Républicains, vice-présidente du Sénat et rapporteur du budget de la Sécurité sociale, dont on va longuement parler dans quelques instants. Un mot, puisqu'on vient d'entendre David Lisnard dans le journal, la colère des maires de France contre l'encadrement de leurs dépenses par l'État. Vous comprenez cette colère, vous l'entendez sur le terrain? Ah mais oui, énormément. En fait, les maires, ils en ont un peu assez déjà qu'on les infantilise. Et puis ensuite, ils ont déjà fait énormément d'efforts. Cahors, ça a déjà eu des incidences. Pratiquement 10 milliards sous Hollande, 10 milliards sur le premier Macron. Et puis là, on leur en demande encore beaucoup. C'est juste impossible parce qu'en plus, ils ont aussi des nouvelles normes. Et puis les services publics, les Français qui demandent de plus en plus. Et en fait, on n'a pas les moyens. Et puis l'énergie, parce que là, pour l'instant, c'est pas du tout au niveau de l'encadrement de l'énergie, les aides de l'État. Moi, dans ma ville, c'est multiplié par 10. 2021 jusqu'à 2023. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Ils comptent sur le Sénat, ils l'ont dit hier, le Sénat qui va examiner le budget, ils peuvent compter sur vous? Ah, mais bien sûr. Et puis l'État devrait faire les mêmes économies, surtout. On va parler de Jean Castex, puisqu'il était auditionné hier par les sénateurs. Jean Castex, candidat au poste de PDG de la RATP. Est-ce que pour vous, c'est l'homme adéquat pour résoudre la situation compliquée? Il y a une grève massive qui est annoncée demain, ou est-ce que c'est une forme de recasage? Alors, il y a quand même les deux. Bon, après, Jean Castex, je pense qu'il est tout à fait à la hauteur du poste. Mais bien entendu, on l'a sorti du gouvernement, donc on essaie de lui trouver un poste. Bon, c'est pas choquant en soi. En revanche, on a toujours l'impression quand même que le président Macron, il est arrivé en disant « moi, je vais laver plus blanc que blanc, vous verrez bien, il n'y aura pas tout ça, ces recasages, etc. » Et finalement, on voit qu'il le fait. Donc le tout, c'est que le Premier ministre, ex-Premier ministre, ne soit pas empêché, en fait, parce que justement, il est sorti du gouvernement il y a peu. Jean Castex, il va aussi devoir faire face au manque de chauffeurs pour les bus, pour les métros. Et ce n'est pas le seul à rencontrer ce problème. Il l'a dit d'ailleurs hier, la RATP n'est pas une île. Il y a aussi des problèmes à la SNCF et dans votre région. Des gros problèmes sur les TER beaucoup ont été supprimés. Clément Beaune est venu dans votre région lundi. Le ministre des Transports, il dit mettre la pression sur la SNCF pour un retour à la normale. Vous êtes optimiste? Non, je ne suis pas très optimiste parce que finalement, à la base, c'est le recrutement. Et le recrutement, c'est pas un claquement de doigts. Donc, en fait, c'est surtout le manque d'anticipation, justement, par rapport au recrutement et aux besoins. Donc, je ne suis pas optimiste sur le retour à la normale, mais c'est vrai qu'on en a assez, quoi. Les trains supprimés, les trains en retard, c'est juste pas possible. Et puis, la SNCF, c'est aussi la maintenance. Donc, les trains qui sont en panne, et la maintenance, ça fait des années, en fait, qu'on en parle. Et en fait, on est très, très en retard là-dessus, autant que les trains. Et Xavier Bertrand, le président de votre région de France, qui est rentré dans une forme de bras de fer avec la SNCF, il a suspendu les paiements, il a eu raison? Il fallait aller jusque-là? Mais oui, parce que sinon, on n'a aucune écoute. Donc, on est obligé d'en arriver là. Et moi, je soutiens tout à fait Xavier Bertrand dans ce bras de fer. On va en parler, Xavier Bertrand, tout à l'heure avec le Courrier Picard, votre presse locale, évidemment. Mais d'abord, on va parler de l'actualité du Sénat. Le Sénat qui examine donc cette semaine le budget de la Sécurité sociale. Les temps forts de la séance de ces dernières heures avec Steve Jourdan. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Madame la Sénatrice. Bonjour. Et Steve, le Sénat poursuit donc l'examen du budget de la Sécu. Hier, il était notamment question des déserts médicaux. Oui, comment lutter contre ces zones sans médecins ou celles qui risquent de le devenir. Regardez ce chiffre, selon le gouvernement, 47% des médecins ont plus de 55 ans et les départs en retraite vont s'accélérer avant la levée du numerus clausus, avant que la levée du numerus clausus ne produise ses effets. Pour faire en sorte que ces médecins restent en activité le plus longtemps possible, le gouvernement propose d'exonérer de cotisations sociales les médecins retraités qui souhaitent poursuivre ou reprendre leur activité. Le Sénat a dit oui pour un an. Écoutez. C'est une proposition du gouvernement qui permet d'exonérer des cotisations d'assurance vieillesse pour un an. Et ça nous paraît être une bonne réponse en attendant de travailler sur en fait cette réalité qui n'est effectivement pas satisfaisante. Parce qu'aujourd'hui, les médecins qui cumulent emploi-retraite, eh bien, ils cotisent, mais ils n'ont pas de droit. Donc, ce n'est pas aujourd'hui constitutionnel.
Le Sénat a dit oui pour 1 an à l'exonération de cotisations sociales pour les médecins, mais il a aussi étendu cette exonération à toutes les autres professions de santé, malgré l'opposition de la gauche, Oriane. Et le Sénat a aussi adopté 3 taxes, une sur les mutuelles, une sur les cigarettes jetables et une sur les bières sucrées. Oui, sur les mutuelles, la taxe est 2 fois plus élevée que celle proposée par le gouvernement. Les organismes complémentaires de santé devront contribuer à hauteur de 0,8% des sommes cotisées sur l'année. Au total, les sénateurs misent sur un rendement de 300 millions d'euros par an. Ça permettra notamment de financer les dépenses de santé. Autre taxe instaurée par les sénateurs, elle concerne les cigarettes électroniques jetables. Les puffs, ce sont des cigarettes très appréciées des ados. Elles peuvent contenir de la nicotine et rendre accro. Elles coûtent entre 6 et 10 euros. Avec la nouvelle taxe, ces cigarettes pourraient coûter jusqu'à 20 euros. Et puis en matière de taxation du tabac, le Sénat a aussi rétabli une taxation plus forte du tabac à chauffer. Le texte prévoit une augmentation de la fiscalité pour le tabac à rouler. Enfin, troisième taxe votée par le Sénat, elle porte sur les bières sucrées ou aromatisées. Ce sont des bières qui ciblent surtout les moins de 25 ans et qui peuvent attirer les mineurs. Cette nouvelle taxe vise à lutter contre l'alcoolisme chez les plus jeunes. Madame la sénatrice, ça fait beaucoup quand même de taxes pour une majorité sénatoriale de droite, non? Ah oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais on n'a pas d'autres moyens. Et sincèrement, sur les addictions, alors on veut travailler sur les addictions, on va dire pour les personnes qui sont moins jeunes, et puis en revanche, on va faire entrer les jeunes dans une addiction. Enfin, c'est complètement incohérent, et c'est vraiment grave. La cigarette électronique, la puff, moi je connaissais vraiment pas. Moi non plus, je vous rassure. voilà. J'ai appris ça. Plus dans la tendance. Voilà. Mais c'est pour les enfants de 10 ans, 12 ans, hein, donc c'est quand même grave. Et je pense qu'il faut aller au-delà. C'est pas que la taxation, quoi. On devrait vraiment interdire. Mais mais juste sur les puffs, puisqu'on a découvert ce que c'était hier. Non, mais le gouvernement s'est opposé à cette taxation sur la forme, disant qu'il ne fallait pas que ça passe par un amendement. Vous comprenez cette opposition du gouvernement ? Je peux comprendre en fait que voilà, ils souhaitent travailler dessus autrement, mais en revanche, il faut absolument dès maintenant interdire en fait. Et donc le moyen. Donc ça doit aller au-delà de la taxation pour vous. Il faut une interdiction. 20 euros pour des enfants de 12 ans, c'est quand même plus compliqué, quoi. Alors après, si les parents sont d'accord, là. Sur l'exonération de cotisations sociales pour les médecins à la retraite, ça veut dire moins de recettes à l'avenir. Est-ce que ça risque pas de mettre un peu en danger, de mettre en péril l'équilibre des comptes sociaux ? Alors, bon, on n'est pas ça près, on va dire, hein, sur l'équilibre des comptes sociaux. Donc, voilà, parce que le budget est assez insincère, on va dire. Non, moi, je pense insincère, vous dites, c'est un budget de la Sécu insincère qui vous est présenté ? Oui, sincèrement. Parce que la trajectoire n'est pas tenable ? Alors, la trajectoire, effectivement, et puis les options qui sont prises, 1% sur le PIB en plus, voilà, et les dépenses pas toujours bien ciblées non plus. Donc moi, sur cette baisse de cotisation, oui, on la met que sur 1 an, parce que ce qu'on souhaiterait, c'est une véritable loi santé avec les parcours de soins. Un gouvernement doit avoir sa loi santé et la travailler pour l'ensemble de son mandat, pour pouvoir vraiment trouver des solutions. Après, sur les médecins, c'est compliqué, parce que vous avez parlé du numerus clausus, c'est pour le temps qu'il fasse ses effets, et puis surtout que le numerus clausus, c'est fonction aussi des moyens qu'on met au niveau de l'université. Donc des places, c'est pas multiplié par 3, quoi. Donc voilà. Mais c'est un vrai sujet. On a mis aussi la 4e année pour les médecins, les élèves sur l'internat. Ça, on espère effectivement que ça amènera les jeunes à s'installer, les jeunes médecins à s'installer dans des zones sous-denses. Voilà, je sais que ça crée la contestation, hein, notamment chez les étudiants en médecine. Oui, mais alors on peut comprendre, mais moi ce que je dis aux jeunes internes, c'est attention, parce que ce qu'on entend chez certains de nos collègues parlementaires, c'est l'obligation d'installation. Et je pense que ça, ils n'en veulent pas. Mais à un moment donné... Un moyen d'éviter, selon vous, cette obligation d'installation bien sûr, qui est proposée par certains élus. Voilà, on leur laisse encore le choix, et donc qu'ils fassent attention, parce que c'est vraiment ça qui commence à revenir chez nos maires aussi, qui nous demandent ça, l'obligation. Et même au sein de la majorité, à l'Assemblée, le groupe Horizon demandait des mesures plus coercitives. Il ne faut pas en arriver là pour vous ? Moi, j'espère pas, parce que la médecine, elle est libérale. Donc libérale,
libérale, liberté d'installation. Moi, j'y tiens absolument qu'ils aient encore le choix. Mais il faut faire attention parce que là, on arrive en fait à des endroits où il n'y a plus du tout de médecins. Est-ce que c'est normal par rapport à d'autres endroits ? Non, parce que la santé, c'est pour tout le monde, en fait. Et puis, on trouve des palliatifs. Alors, moi, je ne suis pas contre sur donner un peu plus d'activité, par exemple, aux infirmières, etc. On a besoin de médecins. La télémédecine, ça ne va pas remplacer non plus les médecins. Nous, on l'encadre davantage. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, quand on a un problème, on trouve une solution à côté. Mais c'est pas juste, en fait. Moi, si j'ai pas de médecin, est-ce que c'est normal ? Je vais me faire soigner finalement par une infirmière qui m'enverra éventuellement à un moment donné. Moi, je crois que ça, c'est pas de la justice, c'est de l'équité. Sur la question des soignants, dans un courrier au ministre de la Santé, Éric Ciotti et 40 députés des Républicains demandent la réintégration des soignants non vaccinés. Vous y êtes favorable ? Alors, moi, j'y suis pas très favorable, mais en revanche, aujourd'hui, on voit bien que même les personnes vaccinées, elles ont le Covid, elles contaminent. Donc, du coup, le sujet est différent. Donc, moi, je suis d'accord. En revanche, moi, je me dis que les professionnels de santé, qui d'ailleurs ont des obligations vaccinales, je ne vois pas pourquoi ils refusent. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là que ça me choque un peu. Moi, j'ai une fille qui était infirmière. Bon, maintenant, elle est professeure des écoles. Mais en tout cas, par exemple, pour l'hépatite B, c'était une obligation. Chez nous, on n'est pas pro-vaccin, voilà, à tout va. Mais en revanche, voilà, elle a fait cette vaccination. Donc là, je pense que c'est surtout en fait la réponse qu'on leur donne. C'est-à-dire on peut contaminer, tout le monde peut contaminer, c'est-à-dire que leurs collègues peuvent contaminer, mais elles sont vaccinées, elles ont le droit de travailler, ou ils ont le droit de travailler. Là, ça ne devient pas juste non plus. Steve, un mot, on va peut-être parler de la réforme des retraites, puisque le Sénat veut réintroduire le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Je dis réintroduire parce que c'est un amendement que vous proposez depuis des années. Mais là, pourquoi le faire alors que les concertations sont en cours sur cette réforme voulue par le gouvernement ? Parce qu'on veut mettre un peu de pression, on va dire, sur le gouvernement. Parce que à chaque fois, c'est reculé, cette réforme de la retraite. Et là, vous craignez encore un recul ? On n'a pas confiance. Voilà, on n'a pas confiance, donc on préfère inscrire, mettre un marqueur fort en fait sur cette réforme de la retraite qui est obligatoire, parce que on voit bien la trajectoire en fait, c'est des milliards de déficit et que ça s'accentue d'année en année. Donc on peut pas laisser ça parce que ce sont les jeunes qui vont payer derrière. Est-ce que c'est juste ? Non, vous donnez un coup de main un peu à Emmanuel Macron politiquement en faisant ça aussi. En disant, le Sénat sera là pour vous aider dans cette réforme. Nous, on sera là, mais pas n'importe quelle réforme non plus, bien entendu. Ça doit être laquelle pour vous ? Et puis, une réforme qui mélange, on touche un peu à la durée de cotisation, on touche un peu au report de l'âge ? C'est ça. On pense à la pénibilité, personnes handicapées, et puis aux carrières longues aussi. En fait, il faut avoir une attention forte là-dessus. Sur la pénibilité, moi, j'ai travaillé dans le transport de marchandises, par exemple. Les chauffeurs qui ont travaillé, qui sont partis à la retraite, on va dire, il y a 10 ans, ils travaillaient énormément, même des fois jour et nuit pendant certaines périodes. Aujourd'hui, ça l'est moins, donc la pénibilité, elle change. Donc il faut aussi avoir des clauses de revoyure. Mais en tout cas, pression sur le gouvernement pour effectivement aller au bout de cette retraite. Et vous doutez qu'il aille au bout, on l'a compris. Vous pensez qu'il utilisera quel véhicule ? Est-ce qu'il y aura un vrai texte, une vraie réforme des retraites, ou est-ce qu'il passera par un texte budgétaire pour pouvoir utiliser le 49.3 selon vous ? Eh bien là, voilà, nous c'est ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'il va effectivement utiliser le 49.3. Nous, ce qu'on Donc avec un budget de la sécurité sociale rectificatif, selon vous ? C'est ça. C'est en tout cas ce qu'on entend et ce qui est inquiétant aussi. Et puis il faut avoir aussi un dialogue, un vrai dialogue social avec l'ensemble des partenaires sociaux. Ce qui n'est pas le cas, parce que là il y a des concertations en cours. Pour vous, ça ne va pas suffisamment loin ? Si, mais il faut aller au bout. De toute façon, pour qu'une réforme passe bien, il faut aussi qu'il y ait une acceptation de beaucoup, en fait, d'une majorité. Donc, il faut savoir écouter, expliquer, voilà. Et mais s'il est obligé d'utiliser, c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais s'il est obligé de l'utiliser, ça veut dire que les Républicains ne sont pas derrière. Est-ce que vous pouvez vous opposer à une réforme des retraites qui va dans le sens de ce que vous demandez depuis des années ?
Ah ben non, j'espère bien que non. Alors là, je ne serais pas tellement satisfaite pour mon groupe. Non, enfin tout du moins au Sénat, vous savez que on regarde les choses, on les modifie, on ne se laisse pas faire. Mais en revanche, bien entendu, si ça colle avec nos propositions, on accompagnera. Mais ça peut être plus compliqué à l'Assemblée. C'est ce que... Je sais que vous redoutez. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas, nos collègues. Un dernier mot sur la crise de l'hôpital, parce qu'évidemment c'est important, crise de l'hôpital, des services en tension, notamment la pédiatrie. Un peu à la surprise générale, François Braun, au début de l'examen du texte, a dit que l'enveloppe ne serait plus de 150, de 400, mais de 600 millions d'euros. Alors, vous l'avez voté, mais un peu exaspéré. Pourquoi ? C'est le mode de fonctionnement du ministre qui vous a exaspéré ? Bien entendu. Donc on va arriver au 31/12 2022, il modifie les objectifs de dépenses et puis tous les jours avec une annonce. Et puis c'était pas nécessaire compte tenu de la crise que traverse l'hôpital ? Je ne sais pas si c'est nécessaire. C'est toujours de l'argent qu'on met sur la table alors qu'on a besoin d'une organisation en fait différente, de vraiment travailler ce sujet, d'une vraie loi santé. Et à chaque fois, on donne de l'argent. Mais c'est la facilité. Parce que le problème, il reste. Moi, je suis appelée régulièrement, là, ces jours-ci, par les réseaux, justement, pour la bronchiolite, le réseau des kinésithérapeutes. Quand vous allez regarder sur le ministère de la Santé, finalement, on déconseille d'aller vers le kiné. Alors que c'est un parcours de soins et que beaucoup, en fait, s'appuient sur le kiné et on ne sait pas pour quelle raison, à un moment donné, ils ont décidé qu'ils ne devaient plus être dedans. Donc, en fait, c'est ça, c'est de travailler avec les professionnels de santé pour que ça n'arrive pas aux urgences, en fait. Mais les parents, c'est inquiétant, un enfant qui a une bronchiolite. Donc, les parents, ils ne sont pas rassurés, ils amènent aux urgences et on envoie leur bébé à des kilomètres. Enfin, c'est hyper angoissant. Donc, une vraie loi santé, en fait, une vraie loi sur les retraites, voilà, des caps. Et juste un dernier mot, vous êtes inquiet parce qu'il y aura sûrement un 49.3 à l'Assemblée pour faire passer ce budget de la sécurité sociale. Vous êtes inquiète de ce que va garder le gouvernement ? Ah oui, bien sûr, on est toujours très très inquiet, mais on a des vrais débats quand même au Sénat. Alors on espère effectivement qu'il y aura une qualité des comptes. Et que vos amendements sont regardés. Et puis le gouvernement a tellement besoin de nous. On a compris le message. Merci Steve. À tout à l'heure. On parlera d'un ancien Premier ministre. Ouais, je vous en dis pas plus. Oh, suspense. Ce sera à suivre dans une demi-heure dans le Club des Territoires. À tout à l'heure, Steve. On va aller voir l'actualité dans votre région. On retrouve Jean-Marc Chevauché, rédacteur en chef adjoint au Courrier Picard. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être avec nous. Et on reparle de Xavier Bertrand avec vous, Jean-Marc, puisque vous aviez des questions à Pascal Gruny. Bonjour Madame Gruny. Oui, j'aurais aimé vous demander comment vous positionnez, vous personnellement, en Picardie et dans l'Aisne en particulier, avec le retour de Xavier Bertrand et la création de son mouvement Nous France qu'on a vu arriver à la rentrée. Il était arrivé 4e derrière tout le monde pour l'investiture des Républicains. Et puis, vous nous aviez expliqué à l'époque qu'il avait sans doute un peu perturbé les militants par ces mouvements de j'y vais pas, j'y retourne, j'y suis plus. Alors aujourd'hui, qu'en pensez-vous et est-ce que ça peut être un ticket pour 2027 ? Ne me répondez pas, c'est très loin, j'ai remarqué. Il fait les questions et les réponses, Jean-Marc Chevauché. Mais vous passez là, en tout cas. Moi, j'ai pas changé. Puis beaucoup de militants n'ont pas changé non plus. Ils sont perturbés, en fait, par ce nouveau mouvement qui finalement est la manufacture, mais structurée peut-être différemment et plus sous la forme d'un parti. Voilà, oui, voilà. Mais moi, ça change pas. Donc moi, je n'adhère pas. Je suis allée par amitié parce que ça c'est aussi important de garder l'amitié. La politique, c'est aussi autre chose. Donc je suis allée écouter son discours, mais je n'adhère pas. Et en ce moment, ce qui me dérange aussi, c'est que ça vient polluer en fait nos élections internes chez les Républicains.
Vous soutenez Bruno Retailleau. Oui. Il ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est ça le message que vous dites à Xavier Bertrand? Non, moi, ça ne me dérange pas qu'il ait en fait, mais pas un parti à côté. C'est pas voilà, c'est justement la structuration là qui est en train de se préparer voilà, que je ne comprends pas. En revanche, d'avoir les think tanks, comme on appelle, c'est-à-dire un cercle où on travaille sur des idées, pourquoi pas peut-être pour 2027, ça, c'est aucun sujet. Bruno Retailleau a le sien, Force républicaine, mais qui n'est pas structuré comme un parti, qui est vraiment là sur... on va dire un cercle d'idées où on invite des personnalités et où on discute. Il a encore des ambitions pour 2027, Xavier Bertrand, pour vous? Ah, pour moi, oui. Bien sûr. Bien entendu. Il vise encore la présidence? Oui, bien sûr. Jean-Marc? Et oui, Oriane, vous écoute. Jean-Marc, une autre question sur Xavier Bertrand ou on passe à votre une? Qu'est-ce qui vous arrange? Oh, vous avez du temps à ce point-là? Non, on va passer à la une. Allez, on passe à la une, on la regarde. A-t-on besoin de bassines en Picardie? C'est à la une du Courrier Picard, Jean-Marc. Mais oui, on s'est posé la question parce qu'avec les problèmes... les problèmes de ressources en eau que nous connaissons, est-ce que la Picardie ressemblera un jour prochain et sans doute rapidement à Sainte-Soline, ou est-ce qu'on a d'autres solutions et d'autres modes de culture? La réponse, c'est qu'il y a aussi déjà là, alors que nous n'avons pas encore étudié précisément cette solution-là, on a déjà des oppositions entre l'agriculture et les écologistes, puisque les agriculteurs nous disent que il faudra bien des ressources en eau et qu'il faudra sans doute essayer de capter les eaux de pluie. Alors peut-être un peu moins les eaux souterraines, parce que c'était le problème dans les Deux-Sèvres, mais en tout cas, il faut on a interrogé Julien Dive, d'ailleurs, que connaît bien Mme Gruny, qui est député de l'Aisne, qui lui nous dit qu'il faudrait sans doute essayer d'être un petit peu moins radical des deux côtés pour trouver une solution et maintenir tout simplement la nourriture. Il faut que les gens mangent et il faut que l'agriculture survive. Voilà, donc il faut trouver des solutions et on est en train de regarder ça de près. Voilà le sens de la une, Oriane. Et on va faire réagir Pascale Gruny, évidemment, sur cette une et la problématique énoncée par Jean-Marc. Oui. En fait, la pluie, elle n'arrive plus au bon moment. Voilà, et c'est ça qui change. Donc c'est pour ça que les bassines, c'est une solution. Ça existe d'ailleurs dans d'autres pays européens. Donc moi j'y suis favorable, bien sûr. Après sur les nappes phréatiques, de toute façon, par exemple dans le département de l'Aisne, on est vraiment en difficulté. Donc c'est plutôt récupérer l'eau de pluie pour qu'elle serve au bon moment. Mais de toute façon, il faudra des réponses parce qu'il faut nourrir la planète, nourrir les Français, et donc il ne faut pas une opposition. Et là, ce qui se passe à Sainte... Pour ceux qui prônent la décroissance en matière d'agriculture, mais bien entendu. De toute façon, c'est vraiment un discours qui n'est pas entendable par les Français, en fait, parce que tout le monde veut manger. Est-ce qu'on va manger que dans les circuits courts? On va manger des pommes chez nous. On aura peut-être encore du lait si les vaches, on a le droit de les garder parce que elles émettent des gaz, n'est-ce pas? Donc voilà, un peu de maroilles. Si je peux me permettre, Mme Gruny, on a de la marge puisque on précise dans cet article qu'on est à 4 ou 5% de captation des eaux de pluie en France, quand on est effectivement à 48% en Espagne, puisque tout à l'heure vous parliez des autres pays européens, on a les chiffres en ce qui concerne l'Espagne, c'est phénoménal par rapport à la marge qu'on a encore en France, effectivement. Oui. Donc il faut retravailler une politique de l'eau, de gestion de l'eau. Ah bien entendu, très important. De toute façon, c'est très important sur toute la planète. On va remercier Jean-Marc Chevauché. Merci Jean-Marc d'avoir été avec nous. Bonne journée. Agriculture, a-t-on besoin de bassines en Picardie? C'est à la une de votre journal. Et merci beaucoup Pascale Gruny d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure.